Loué soit Jésus-Christ, ici Théodon pour Radio Original. Et aujourd'hui, on va continuer notre série d'émissions intitulée La contre-révolution maçonnique. Et comme la dernière fois, on avait déjà abordé un peu certaines infiltrations, certaines déviations proches de l'actualité. On avait évoqué notamment le cas du fascisme, on avait évoqué le cas d'une action française, on avait évoqué le cas des royalistes contemporains. Et aujourd'hui, on va continuer dans cette lancée-là en parlant d'autres groupes, peut-être plus connus sur la toile, mais qui sont donc de fait d'autant plus dangereux. Hmm. Voilà, exactement. Bon, on poursuit sur la même lancée, hein. Bon, on n'avait pas tout à fait terminé la liste, hein, même si on a déjà fait en carton plein, je pense, la dernière fois. Après, je pouvais aussi évoquer d'autres cas, hein, parce qu'on peut toujours aller plus loin, hein. D'autres problèmes avec des prêtres tradis, voilà, malheureusement, hein, ou d'autres formes d'associations un peu moins connues, etc. Je peux toujours étendre le truc, hein, très certainement. Maintenant, on va s'attaquer au gros morceau du problème, hein. Donc, à savoir, on va toucher un petit peu à tout ce qui est un petit peu de dissidence, hein, fatalement, puisque là, on est en plein dans le cœur du problème, hein. C'est le centre de la toile d'araignée, puisque on retrouve un peu tout ce qu'on avait évoqué auparavant, soit indirectement relayés par cette mouvance qu'on appelle dissidence, quoi. Oui, alors je vais aller beaucoup plus au-delà que la mouvance de la dissidence. Je vais vraiment m'attaquer à l'école, enfin en tout cas tout le mouvement national révolutionnaire dans son ensemble, hein, NR quoi. Donc ici, alors pour donner déjà un point de repère, si je dis E et R, donc égalité et réconciliation, donc déjà ça va éveiller pas mal de choses dans l'esprit des gens. Donc on va parler un petit peu de E et R et de de son réseau et para-réseau. Alors quand je parle de para-réseau, je parle de deux choses, hein. Pour commencer, je parle de gens et d'associations qui sont sur la ligne globalement de E et R, hein, qu'elles s'entendent avec ou qu'elles se soient cachées avec, hein. Donc c'est globalement ce qu'on appelle la dissidence, hein, dans les grandes lignes. Donc des structures qui peuvent avoir leurs petites nuances par rapport aux autres, mais globalement qui sont sur la même ligne, hein, voilà. Donc en général c'est plutôt des problèmes humains, hein. On sait que Alain Soral, président d'Égalité et Réconciliation, est assez véhément et qui plaît pas à tout le monde. Voilà, c'est comme ça qu'il. Voilà. Donc ça c'est assez connu pour ça. Et bon, alors à la limite c'est tout à son honneur, pour peu que ce soit pour des bonnes raisons. Voilà, de pas plaire à tout le monde. Euh, alors si je parle ici de ER, c'est parce que c'est le plus représentatif à l'heure actuelle de ce qu'on appelle justement la fameuse dissidence. Mais on va revenir un petit peu sur tout ce qui tourne autour, hein. Et en plus, dans ce para-réseau, hein, que j'évoque, on peut aussi ajouter les mouvances et cercles de réflexion, les think tanks qui existent de longue date, hein, donc, qui existaient déjà avant ER, et avant qu'on parle de dissidence, donc du coup, et qu'ils ont leurs différences, hein. Alors peut-être certaines qui sont un peu plus païennes, hein, donc des choses comme ça, mais qui correspondent en tout cas de près ou de loin à ce discours, hein, sans pour autant avoir la même audience médiatique, hein. Que ce soit par rapport à des lignes de positionnement politique, géopolitique, voilà, même métapolitique, bon, bref. Alors là, je parle spécifiquement, pour être plus clair, je parle spécifiquement de la mouvance NR, hein, donc National Révolutionnaire, on va dire au sens large, hein. Au sens large par rapport aux critères qui en font la définition, hein, même si... Je me permets comme de t'interrompre ici. Il y en a des gens qui ne savent peut-être pas ce que c'est NR, justement. Peut-être plus rapidement l'expliquer. Je Oui, suis désolé. ouais, Eh, ok, ça va. Je vais y aller très très simple, hein, mais vraiment simple. Mais après, vous pouvez toujours consulter et en savoir plus, hein. C'est une mouvance nationaliste qui, comme le dit lui-même le slogan de égalité et réconciliation, gauche du travail, droite des valeurs. C'est-à-dire, on va dire, euh, social, au niveau économique, hein, voire, pour ne pas dire socialiste, hein, et en même temps national, quoi. Voilà. Alors certains peuvent éventuellement s'amuser à mettre les deux derniers mots que je viens d'employer dans l'ordre qu'ils souhaitent, hein. Voilà. Mais contemporaine. En gros, c'est l'idée, et tout ça découle
c'est du nationalisme révolutionnaire comme on l'entend, donc c'est-à-dire que faire table rase du tout le système actuel dans sa globalité. Euh, bon alors Anticapitaliste aussi. voilà, fatalement anticapitaliste, anti-impérialiste, anti donc très 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 anti-sioniste. Hein. Bon, nous aussi on est anti-sioniste, mais on va dire que c'est pas tout à fait les mêmes bases doctrinales. Hein. Déjà un peu plus ambigu sur les communistes. Anti-OTAN un peu plus ambigu sur les communistes, mais après C'est quand même assez différent. voilà, exact, tout à fait, hein, tout à fait. Pour le côté révolutionnaire, justement, le côté autodétermination des peuples, souveraineté nationale. Après, le petit côté national bolchevique, quand on dit bolchevique, c'est un mot aussi. Hein. C'est le mot bolchevique, mais en fait, national bolchevique, ça se rapporte beaucoup au nationalisme révolutionnaire, typiquement russe. Mais bolchevique, c'est surtout plus un mot qu'autre chose. Hein, je veux dire, c'est pas. Alors que justement, quand on est né en national révolutionnaire, on ne se définit pas comme n'étant quelqu'un de droite ni de gauche d'ailleurs, c'est la troisième voie. Ouais. Et c'est ça aussi qui soutient effectivement le nationalisme arabe, Saddam Hussein, Bachar al-Assad, même y compris les régimes plus chiites, l'Iran, et puis Kadhafi, puis qu'est-ce que je peux encore dire même Chavez, même des régimes un peu plus socialisants. Hein, Mais voilà, c'est d'ailleurs une différence avec les autres formes de nationalisme, c'est l'anticolonialisme. C'est-à-dire que Ouais, voilà, quoi, ils vont soutenir les leaders nationalistes dans chaque pays en fait. Oui, c'est ça, souveraineté des peuples. Et aussi, même dans cette forme de nationalisme arabe, ça va soutenir le FLN. Hein. D'ailleurs, il y a plein d'anciens SS qui ont soutenu le FLN. Et voilà, la continuité. Alors que l'OAS, ils étaient sionistes, enfin certains étaient sionistes et républicains fondamentalement. Voilà, donc. Tandis que les SS, c'était comme François Genoux, ils finançaient le FLN. C'est vrai que les Français, ils ont un peu de mal avec ça. Après, je m'en tape. Hein. Je précise d'ailleurs que la mouvance NR a cette particularité aussi de lancer des idées nouvelles. Donc, elle ne s'arrête pas au XXe siècle, aux histoires de fascisme, typiquement au XXe siècle, des choses ainsi. Elle développe des idées nouvelles. Elle est vraiment révolutionnaire dans ce sens-là. Hein. Dans l'émission précédente. Il y a des nouvelles théories qui se développent, c'est ça que je veux dire. Oui. Pour donner un exemple, la Casa Pound qu'on avait évoqué à l'émission précédente, là, le groupe qu'on dit néofascisme, mais qui pour moi c'est plutôt du nationalisme révolutionnaire, défend l'avortement par exemple. Voilà, quelque chose d'assez inédit qu'on ne retrouvait pas dans le fascisme de base, qui a été développé par un courant NR. Oui, après les NR peuvent être divisés sur les... Ça, c'est une des questions sur lesquelles les NR peuvent être divisés, hein, bien sûr. Mais c'est pas exactement ce que je voulais dire, hein. C'était plus dans le développement d'un renouvellement doctrinal de la théorie politique. C'était plutôt par rapport à cette évolution-là que je m'adressais. C'est pas tellement un renouvellement, mais c'est peut-être un changement de perspective. Mais je vais développer tout ça. Un peu moins axé, par exemple, sur la race qu'il y avait auparavant, ou quoi. Non, c'était pas ce que je voulais dire non plus. Alors, c'est pas ce que je voulais dire non plus, mais effectivement, les NR vont parler d'ethno-différentialisme par rapport aux questions racisme, etc. Eux, ils vont se positionner dans ce qu'on appelle l'ethno-différentialisme. Et c'est vrai qu'ils sont beaucoup moins dans les histoires de racisme typique, hiérarchie raciale, des choses ainsi, à l'ancienne, quoi. Hein. Alors, on continue. S'il faut aussi parler, par exemple, évoquer la question de la nouvelle droite. La nouvelle droite, elle est un peu plus axée Europe, hein, voilà, que ER, hein, typiquement. Mais il y en a qui sont un peu plus France, il y en a qui sont un peu plus axés sur la question européenne. Mais bon, voilà. Donc, moi, j'ai déjà évoqué quelques noms, hein, donc voilà, ER, Nouvelle Droite, tout ce qui tourne autour de Dieudonné, parti antisioniste, Meta TV, voilà, donc c'est tout ce qui est un peu dissidence, NR et tout ça. Hein. Voilà, j'imagine que grosso modo vous voyez de quoi je parle. Hein. Donc voilà, des noms qu'on connaît très bien et avec lesquels malheureusement il y a des collaborations. Hein. Ça, je tiens encore à le dénoncer. Et ça, c'est valable pour les NR, mais c'est valable par rapport à toutes les autres structures qui sont inconnues du catholicisme.
C'est des choses qui sont dangereuses pour les âmes. Hein. Euh... Donc, Tu moi, as le je courage pense... de faire un contre-témoignage, en fait. Oui, et c'est ça, et diluer le catholicisme dans des histoires qui ne concernent pas. Voilà. Moi, par contre, inviter les gens à la conversion, et voilà, tout ce qu'on veut, il n'y a pas de problème. Hein. Là, évidemment, 1000% pour. Mais faire comme si... C'est comme si tous Comme les s'il n'y gens de avait pas de l'extérieur problème. étaient dans notre camp, tous des néo-païens, des athées. Il est anti-musulman, c'est bon, il est dans mon camp. Il est anti-judique, c'est bon, il est dans mon camp. Il est païen, il n'aime pas les juifs, il est dans mon camp. Mais lui c'est un juif, il n'aime pas les musulmans, il est dans mon camp. Ou lui, il est musulman, il n'aime pas les juifs, c'est dans mon camp. Et nous, on est catholiques, on est avec Jésus-Christ, ou on est contre lui, il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est ça que je veux insister, en fait. C'est juste ça. Mais je vais développer, parce que vous allez voir à quel point tout cela est extrêmement grave, hein, extrêmement grave. Hein. Alors, je vais revenir un petit peu aux sources par rapport à la nouvelle droite, et, parce que là, c'est vraiment un pilier hein, du souci. Hein. Donc, si je m'en tiens à ce que dit bêtement Wikipédia, la nouvelle droite, c'est un courant de pensée politique d'extrême droite, tendance nationale européenne, né en 1969 avec la fondation du groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Hein. Donc, alors évidemment, bon, ils disent qu'il y a des petits liens historiques avec le fascisme, hein, même s'ils vont pas tous le dire ouvertement, ça on en débat. Alors, je vais citer un chercheur au CNRS, hein, politologue et historien, du nom qui est un petit peu connu, hein, de Pierre-André Taguieff. Alors, je pense pas que cette description-là va poser un tant soit peu problème aux représentants de tout ce courant, hein, donc je pense que c'est assez vrai. Hein. Alors il dit ceci. La première nouveauté de la nouvelle droite est sa rupture avec la tradition catholique qui était jusque-là la matrice de la droite conservatrice. Ici, il parle en France. Le second thème central de ce mouvement de pensée dans les années 1970 serait la dénonciation de l'égalitarisme. Le dernier thème est celui de la référence au passé indo-européen, où le paganisme est pensé comme la véritable religion des Européens. Enfin, la nouvelle droite développe rapidement une critique de la vision marchande du monde, de l'économisme et de l'individualisme libéral. Bon, voilà, on est typiquement dans un cadre NR. Alors, on a affaire à une tendance, voilà, comme il l'explique, hein, donc qui a profondément marqué tout ce qu'on appelle extrême droite, hein, en général en France et au-delà. On a un peu dépassé tout ce qui était... Tu vois, le royalisme a perdu beaucoup de terrain, et bon, tu vois ce que je veux dire. Mais ce sont des gens qui ont beaucoup changé la donne, hein, et qui ont été très influents dans tout ce milieu. Hein. Et, alors, j'ai déjà dit dans une autre émission, hein, mais la nouvelle droite, ils ont beaucoup plus d'avenir que les royalistes, hein, d'après moi. Enfin, je pense. Évidemment, c'est en Paris, hein, je ne connais pas l'avenir. Mais voilà, toujours est-il qu'ils se renforcent de plus en plus, et au-delà de toutes les variantes qu'on peut trouver dans l'univers NR. Hein. Bon, alors j'ai pas encore parlé de maçonnerie jusqu'ici, hein, Théodon, mais vous allez voir, on va développer un petit peu la question. Alors, on va peut-être parler de la métapolitique hein, maintenant, parce que c'est un mot qui revient souvent hein, dans cette école de pensée. On va plonger un petit peu dans cette histoire-là pour pouvoir développer la question. Hein. Alors d'abord, ce qui est intéressant, c'est que le terme métapolitique, tu sais, qu'il a inventé Théodon. Ah oui, oui, parce que je l'avais recherché une fois, je sais qui c'est. C'est quelqu'un qu'on a déjà abordé dans la précédente émission, enfin dans l'avant-dernière émission par rapport à celle-ci. C'était Joseph de Maistre. C'était Joseph de Maistre. Un terme qui a été repris par René Guénon, et qui a été récupéré et utilisé par la nouvelle droite. Donc tu vois des trois acteurs vraiment centraux dans nos émissions. Il y a une continuité complète. Hein. Donc là, vous voyez bien la généalogie et le fil rouge de notre série d'émissions. Hein. Alors la définition, elle n'est pas tout à fait la même suivant ces trois acteurs qu'on vient de citer, mais ça se rejoint quand même, de toute façon. Alors, celle de Demestre, on va commencer par lui, je vais reprendre rapidement celle que j'ai notée de Wikipédia. Hein. Lui, en fait, il va la chercher chez les Allemands. Donc, quand je dis qu'il l'a inventé, c'est pas tout à fait, c'est plutôt des intellectuels allemands qui l'ont inventé. Hein. Donc, tout n'est pas français, hein, je précise. Voilà, même la question de la fameuse tradition primordiale dont on a parlé précédemment, je crois que 2 émissions plutôt. On va y revenir sur cette tradition primordiale.
Alors il dit, Joseph Lemaître, il dit que le mot métapolitique est à la politique ce que le mot métaphysique est à celui de physique. Hein. Il va dire que cette nouvelle expression est fort bien inventée pour exprimer la métaphysique de la politique. Alors l'idée va être que les développements politiques internationaux sont la traduction d'un plan archétypal divin, suprapolitique, et ce plan, il s'agit de le comprendre et de l'interpréter pour en saisir la signification afin de l'implémenter concrètement dans la politique et en prédire le déploiement à venir. Hein. Ça va être providentialiste, hein, voilà. Définition déjà assez intéressante, mais Guénon va reprendre un peu tout ça, et pour lui, il va dire que le fait d'agir en politique, c'est d'abord connaître. Voilà. Et lui, il va beaucoup s'axer sur la connaissance. Voilà. La connaissance précède l'action. Hein. Ou tout du moins, la connaissance, c'est déjà une forme d'action, en fait. Alors, il dit qu'une élite qui est censée faire de la politique doit comprendre, atteindre et avoir une certaine connaissance des mystères de l'homme et de l'univers. Et le but étant de redresser la société. Hein. Donc pour ça, il faut de la gnose, c'est-à-dire il faut de la connaissance. Donc voilà, c'est ça l'idée métapolitique. C'est simplement, on peut même, d'après moi, hein, résumer l'idée dans le sens où il faut avoir entre guillemets, le philosophique, hein, c'est-à-dire une pensée, une vision du monde, une cosmologie, pour l'agir politique. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je conceptualise, et que j'ai toujours conceptualisé cette notion de métapolitique au niveau. Voilà, c'est une définition assez intéressante. On continue pour la nouvelle droite, parce que c'est encore une petite différence avec eux. Mais là, on s'inspire toujours du précédent, hein, évidemment. Alors, la nouvelle droite, ils disent que simplement, la métapolitique, c'est une action d'influence. Hein. Une action d'influence politico-culturelle. Et voilà, j'irais même jusqu'à dire que c'est une préparation du terrain en vue de la venue d'un nouvel ordre. Hein. Donc on n'est pas très loin de ce que je disais précédemment. Hein. Et si j'en lis Wikipédia, la métapolitique, hein, donc du point de vue des représentants de ce courant, c'est l'action de modifier les mentalités et de s'implanter dans les instances du pouvoir qui seront assez ébranlées, hein, pour accepter, si la crise s'accentue, une nouvelle forme de gouvernement. En gros, c'est parasiter les milieux du pouvoir, en fait, jusqu'à ce qu'on ait l'influence déterminante. C'est ça l'idée. Entre autres, donc il faut pour ça faire monter un système d'ordre où prédomine une élite bien préparée, de race blanche, hein, on est quand même dans la nouvelle droite, imprégnée des, entre guillemets, valeurs occidentales que l'opinion aura insidieusement été poussée à souhaiter. Hein. Donc l'idée c'est, en gros, hein, pour résumer, c'est d'insuffler des nouvelles idées dans les esprits, les banaliser, faire des inceptions dans les cerveaux, hein, pour pouvoir accueillir le gros projet politique. Et donc en soi, c'est pas bête, hein, c'est ce que les gauchistes font tout le temps, hein, marxisme culturel, hein, donc ça fonctionne. Et dans un certain sens, c'est ce qu'ont fait les Lumières aussi, voilà, donc les libéraux avant le grand changement politique et anthropologique qui a été fait par la Révolution. Voilà, il faut insuffler des idées pseudo-philosophiques, culturelles, pour préparer une révolution. Hein. Mais c'est juste, je veux dire, c'est juste normal, hein, on va dire. C'est comme nous, on pourrait dire ça aussi, dans un certain sens, évidemment. En fait, le problème se pose un petit peu moins, puisque nous, de facto, on a ce qu'on appelle une religion. Donc nous, on a déjà tout le package, tu vois, y compris en politique, par la... Oui, et on n'a pas aussi influencé par combine de ce genre-là, puisqu'on est appuyé par la grâce divine aussi. Ouais, exactement. On donne une force que n'ont pas nos ennemis. Aussi. Mais on a déjà un projet politique qui a déjà, par le passé, été en partie appliqué, même s'il faut bien sûr l'adapter. Donc, voilà, d'ailleurs, on a fait un petit programme politique à ce sujet, hein, qui est basé justement sur la morale politique. Après, il est assez hardcore, hein, mais ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais on s'en débat. C'est justement ça que je voulais développer dans mes notes, hein, en fait.
Nous, vraiment, le truc qui nous manque chez nous, ben, c'est une complète intransigeance en matière Culturelle religieuse, donc et politique et religieuse. culturelle, fatalement, ouais, c'est ça. Sinon, on serait pas pourrir comme ça, hein, on serait pas intoxiqué ainsi, hein. Et de l'autre côté, un problème qu'on a aussi, c'est plus dans le domaine culturel, ben, c'est justement un investissement artistique et donc culturel. Là aussi, on est un petit peu nulle part, et y compris également dans tout ce qui est alternative médiatique. Et je veux dire, après, on a quand même des plus ou moins bonnes choses, hein. Je pense que, par exemple, Gloria TV, en soi, c'est une très bonne initiative, hein. Ça part d'une très bonne intention, hein. Voilà, après, bon, il y a des petites choses à critiquer, évidemment, hein. Voilà, tout me convient pas là-dessus, personnellement, mais bon, je suis pas encore dictateur, hein, donc je peux pas, voilà. Pas encore, mais ça va Ah. venir. Non, mais ce que je veux dire, franchement, ça fait longtemps que j'insiste beaucoup là-dessus, hein. Ben, toute initiative culturelle et médiatique, hein, ben, il faut soutenir, voilà, tout ce qui vient de notre communauté au niveau culturel et médiatique, hein. Faut soutenir autant financièrement qu'en prière et autres moyens. Alors c'est vrai qu'on a très peu de moyens financiers, hein, ça on va pas se mentir. Maintenant c'est, allez, je sais pas, si on a les capacités, il faut bah, agir dans ce sens-là, hein, pour voilà, Dieu donne des dons à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui sont peut-être un petit peu artistes et des choses ainsi, hein, qui Et peuvent qui se monter des dit que choses. comme le milieu artistique est actuellement fort dégénéré, c'est évident puisqu'il est déchristianisé, eh bien, il y en a beaucoup qui ne veulent pas se lancer dans ce genre de carrière-là parce qu'ils se disent que ben voilà, je serai tout seul. Mais Ouais, justement, mais c'est à cause de ça que la situation ne change pas non plus. S'il y a des gens courageux qui se mettent véritablement en tant qu'artistes et qui sont soutenus parce qu'il faut aussi que ça suive par notre communauté, alors ben, dans ce cas-là, ça sera effet boule de neige en fait. Les suivants auront beaucoup plus facile à se lancer. ouais. Et puis il faut avoir des choses parce que si c'est pas nous qui le faisons, Ce si sont c'est pas nous qui ceux le d'en faisons, face. c'est d'en face. Ça fait partie du combat, hein, et on en sait quelque chose. Par exemple, en Espagne, ben, grosso modo, ben, on a gagné une guerre. Je dis pas que l'Espagne est totalement une pure chrétienté, mais ça c'est un autre débat. Mais par contre, la guerre culturelle, on l'a complètement perdue. Complètement perdue. Donc bah, sur le long terme, finalement, c'est les gauchistes qui ont gagné, hein. Faut le dire. C'est triste, hein. C'est là qu'on voit l'importance du combat entre guillemets métapolitique. Oui. C'est parce que le combat politique, s'il n'est pas accompagné d'un combat culturel, d'une purification des mœurs, ça ne sert à rien. Enfin, ça ne peut servir que pendant un moment, puis ça Oui, s'écroule. c'est exactement ça. C'est deux piliers, en fait, hein. Exactement. C'est des choses à réfléchir. Voilà. On voit pas souvent, par exemple, bêtement, un bête truc, des écrivains catholiques. Je sais pas, hein, je dis. C'est un peu dommage, hein. C'est. Bon, bref. On continue. Parenthèse un petit peu close, hein, donc c'est ce qui concerne la métapolitique, mais c'est bien parce que comme ça on peut développer un petit peu la suite, hein. Alors, ben, dans cette mouvance NR, hein, donc très influente, dans sa globalité, ben, elle est imprégnée de guénonisme, hein. Là, c'est inévitable. René Guénon, ben, c'est une très grosse ben, référence dans ce milieu, hein. Et ben voilà, donc surtout, fatalement, ben, la gnose, à un moment donné, si on attaque plus des questions ben, spirituelles et métapolitiques, ben, on tombe tôt ou tard sur la question de la gnose, hein. Parce que, comme je dis, hein, dans le paganisme, j'ai déjà dit dans une autre émission, mais dans le néopaganisme, ben, justement, t'as les gens un petit peu ben, simples qui vont s'intéresser aux faux dieux, Marteau de Thor, Odin, à toutes ces âneries, hein. Ah, peu importe qu'ils y croient ou qu'ils y croient pas, l'idée c'est aussi une démarche identitaire, machin, hein, voilà, anti-chrétienne en plus, évidemment. Et à côté de ça, ben, on a les gens qui ont un peu plus de points niveau quotient intellectuel, hein, ben, qui eux ben, vont plus partir dans tout ce qui est gnose, hein. Donc c'est ça que je dis, c'est le paganisme entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, un petit peu moins bête, hein. Donc des gens qui, bah, bien sûr, voilà, vont beaucoup peser dans toutes les questions métapolitiques. Et certains d'entre eux passent, évidemment, par l'initiation. C'est juste normal. Plus tu plonges dans la gnose, à un moment donné, plus tu t'intéresses à ce genre de choses, bah, fatalement, à un moment donné, tu te lances, hein. C'est juste logique, hein. Donc voilà, faut pas croire, hein. Donc, et évidemment, pas seulement via la franc-maçonnerie, hein, puisque, comme on l'a dit, il y a d'autres types de sociétés initiatiques.
Mais voilà, y compris maçonnerie, hein. Mais bien sûr, s'il y a des gens ici qui pensent le contraire, bah franchement, vous êtes bien naïfs, hein. Vous êtes vraiment naïfs, hein. Même en histoire, enfin, c'est reconnu que le mouvement basse, enfin, les bassistes, Mais oui, mais bien sûr. c'était maçonnique, hein. Mais C'était la NR, franc-maçonnerie dans les pays arabes. pareil chez les Turcs, pareil chez les Libanais, mais dans plein, justement, par rapport à ça, on disait justement dernièrement que la maçonnerie avait pesé énormément dans de nombreuses révolutions nationalistes, hein. Bah là, fatalement, bah, nationalistes révolutionnaires aussi, hein, bien souvent, hein. C'est juste normal. Ça va peut-être, il y a des gens qui vont peut-être tomber des nues, hein, parce que dans le délire, c'est oh, franc-maçon égale mondialiste, voilà, le débat s'arrête là. On va arrêter, enfin, c'est n'importe quoi, hein. Euh, bon, alors, évidemment, bon, que ces gens-là, s'ils sont NR, ça va pas spécialement être le Grand Orient ou Le ou le droit droit humain. humain, hein. Évidemment, là, on va plus être GNLF ou des obédiences plus minoritaires, hein. Alors, alors, on va me dire, ouais, mais Soral, il critique les francs-maçons, tout ce qu'on veut. Ben oui, Soral, comme je disais, il y a des petites entre structures NR et il y a des petites variantes, hein. ER, ils sont à fond, justement, dans les histoires de complot, complotisme. Et donc, bah, de facto, ils sont très opposés à la maçonnerie, hein. Ils ont une Mais pas à vision, son essence. voilà, pas à son essence fatalement. Et puis, je pense aussi que c'est peut-être aussi le tout petit peu de contamination catholique, puisque les plus anti-maçons, à la base, c'est nous. Donc, fatalement, bah, ça a peut-être contaminé ER et d'autres associations. Mais je dis, grosso modo, quand on regarde un peu le reste du milieu NR, et surtout bah, les tendances un petit peu plus intellectuelles et sérieuses de ce milieu-là, euh, bah, la franc-maçonnerie, c'est pas vraiment un problème, hein, entre nous, hein. Je veux dire, ça va être beaucoup l'idée bah, qu'il y a une bonne et une mauvaise, hein. Ça, c'est toujours l'argument qu'on va nous sortir, hein, là. Bon, voilà. Oui, Après, si elle est cosmopolite, ça ne va pas, mais si elle est patriote, là, nickel, quoi. Ouais, exactement. Après, tu remarques, je ne cite pas de nom. Voilà, je vais pas commencer à balancer des trucs. Euh, Donc ça, c'est par rapport à la maçonnerie. Mais je vais aller encore plus loin. Parce qu'en dehors de ça, on va pas se mentir. Que ce soit ER ou plus globalement la mouvance NR, mais je dis ER parce que beaucoup de gens connaissent, hein. Mais il y a beaucoup de personnes, de militants, qui partent en islam. Comme René Guénon l'a fait d'ailleurs, hein. En général, plutôt l'islam chiite et soufiste, hein, vont peut-être pas aller dans le salafisme, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est plus le volet ésotérique qui va attirer, hein. Parce que quand on s'intéresse à la spiritualité, on s'intéresse à la gnose. Or, il y en a aussi qui peuvent basculer dans le milieu catholique, et là, il y a une petite rééducation à faire, fatalement. Mais moi, c'est un autre débat. Parce que je dis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de convertis dans le catholicisme qui sont passés par ER, hein. Ça, c'est au moins, c'est une bonne petite chose. Mais pour le même prix, ils auraient pu tomber dans le mahométisme, hein, il y en a, sans problème, hein, sans problème. Et ben voilà, Ou aussi dans le schisme oriental aussi, il y en a quelques-uns qui sont passés là-dedans. Parce que justement, le positionnement pro-russe. Oui, ben oui, j'avais oublié, ouais, bien sûr. Ah, mais bien sûr, bah complètement, complètement. D'ailleurs, le catholicisme, c'est un bon piège, justement, pour s'extirper de tout ça, hein. Piège positif. Au début, tu connais rien au catholicisme, hein, et t'es en mode traditionnaliste dans le sens guénonien du terme. Et bah, t'évolues, et à force d'étudier ta religion et ce qu'il y a à côté, bah, tu te dis, ah ouais, non, finalement, je vais devoir trancher. Et par la grâce de Dieu, tu tranches pour ta religion. Mais ouais. Par contre, t'as d'autres histoires un peu plus. D'autres histoires, il y en a qui partent en islam, hein, sans problème, hein. Je me souviens d'un gars. Moi, je lui avais annoncé ma conversion au catholicisme. Alors, moi, j'étais encore assis entre deux chaises, on va dire, à l'époque, hein. Puisque le changement, c'est pas en un coup, évidemment. Et ça l'avait perturbé, la personne, hein, comme je dis, et je la revois voilà, quelques semaines après ou quoi, et elle m'annonce qu'elle s'est convertie à l'islam. Donc, c'était la même démarche que moi, dans le sens de se lancer dans une religion. Donc ça l'avait perturbée, elle s'est dit, eh ben, tiens, moi je vais peut-être aller dans une religion aussi, elle a pris l'islam. Et je lui demande, peut-être qu'à l'époque, étant donné que j'étais traditionnaliste dans le mauvais sens du terme, encore une fois, c'est même possible, et que Dieu me pardonne si je l'ai fait, mais c'est très possible que je l'ai félicité, hein. Mais je lui ai quand même posé la question à la personne, ok, très bien, ok, mais et pourquoi donc t'as choisi l'islam plutôt que le catholicisme, hein, bêtement.
Et la personne m'a répondu simplement parce que le catholicisme ne possède pas d'ésotérisme, hein. Elle, elle avait déjà un petit approfondissement, hein. Donc voilà, catholicisme, il avait raison, hein. Il avait raison, hein. Le catholicisme est anti-ésotérique, hein. C'est une religion pleinement exotérique. Donc voilà. Maintenant que j'ai préparé le terrain par rapport à tout ça, hein, on va maintenant parler d'un intellectuel, hein, qui est vraiment très central, hein, donc dans ce courant NR, qui est une figure très importante, hein, par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors pour moi, cette personne, c'est vraiment le centre névralgique de ce courant de pensée, hein. Donc je parle à l'heure actuelle, hein. C'est vraiment celui qui en émerge le plus, hein, autant par le travail théorique que pratique, hein. C'est quelqu'un qui est respecté par tout le monde dans ce milieu-là. Je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un de NR le critiquer. C'est possible, hein, parce qu'évidemment il y a des scissions, des histoires partout, mais à mon avis, plus dans son pays. Donc voilà, on va vraiment parler du big boss du game, hein. Donc voilà, on va vraiment parler d'une référence incontournable, hein. C'est un nom que beaucoup ont déjà entendu. Alors c'est pas Soral, hein, désolé. c'est pas du tout en français. Je vais parler de lui comme j'ai parlé précédemment de Joseph de Maistre et de Guénon. Voilà, on va passer vraiment à l'époque contemporaine. Je vais parler d'un russe qui s'appelle Alexandre Douguine. Voilà, exactement. Il est vraiment au-dessus du lot, mais très largement. Et même, j'irai même plus loin. C'est un guénonien, mais il va aller beaucoup. Je pense qu'il est déjà beaucoup plus loin que Guénon par rapport à cette œuvre, hein. Déjà, il est davantage connu que Guénon en son temps, hein. Guénon en son temps, c'était quelques cercles qu'il connaissait. Lui, même des gens qui ne sont pas versés dans l'ésotérisme peuvent déjà avoir entendu son nom, peuvent déjà l'avoir entreaperçu quelquefois au détour d'un article. Là, on parle d'une star, carrément. Ouais, c'est ça, hein. Donc lui, bon, on va voir ce qui peut arriver, évidemment, hein. Mais je pense que lui, il va potentiellement, il a tout pour laisser son nom dans l'histoire, hein, parce qu'il a déjà beaucoup d'impact de son vivant. Il a déjà beaucoup d'impact de son vivant à notre époque, hein. Et il aura peut-être même encore le temps de voir beaucoup de changements d'ici sa mort. Donc on va aborder son plan, son projet politique, hein, qui est pas un truc imaginé pour un futur lointain, hein, donc qui est déjà en train de s'appliquer maintenant, hein, et qui fonctionne vraiment à merveille. Alors c'est un projet qui va peut-être encore se développer, s'intellectualiser au travers de toute cette mouvance, évidemment, mais lui, en tout cas, il a vraiment construit les fondations, hein. Douguine, donc, c'est un schismatique ésotériste, hein. Il est imbibé de la pensée de Guénon et des Volas, hein. Pour ne citer que, hein. Il parle 9 langues, il voyage beaucoup, c'est un homme de terrain, hein, donc c'est une très bonne connaissance d'Alain de Benoist. Il est très très impliqué dans toutes ces histoires dont on parle, hein. Il a aussi ses connaissances au Front National, hein, dont Jean-Marie Le Pen. Il a rencontré Jean Thiriard avant que celui-ci meure. Donc, je répète encore, hein, Thiriard c'était le plus influent fasciste belge au niveau théorique, hein. Au niveau théorique, c'est pas De Grelle, hein. C'est Thiriard, hein, Thiriard qui a beaucoup influencé la Nouvelle Droite. Et qui est considéré aussi comme l'inventeur du courant NR, quoi, en général. Même si, de fait, voilà, quoi, il se situe dans une continuité. Ouais. C'est ça, en tout cas, l'apport est extrêmement important, hein. Alain Soral a préfacé son livre dont on va parler, hein, donc qui est l'un des plus importants que Douguine ait écrit, hein. Il est très familier du public russe, très très familier, hein, il est très médiatisé. C'est d'ailleurs un ex-conseiller de Vladimir Poutine. Il est extrêmement influent dans son pays, hein, pour pas dire partout dans le monde dans un certain sens, mais vous allez voir à quel point ce personnage est assez important, hein, par rapport au sujet qu'on traite ici. Voilà. Donc justement, puisqu'on parle de la Russie, avant d'introduire un petit peu les vues politiques de Monsieur Douguine, hein, je vais un petit peu parler de ce beau pays, hein, dans lequel j'ai eu l'occasion de vivre un petit peu durant 3 mois, hein, en rencontrant des tas de Russes bien sympathiques, hein.
Pas que dans des grandes villes, hein, ou bien au contraire, mais, même si j'ai fait aussi des grandes villes. Mais, bon. En tout cas, c'est un pays que j'aime beaucoup. Voilà, je le précise, la Russie, j'aime beaucoup, donc je trouve que c'est un pays qui vit beaucoup d'injustices par rapport au monde occidental. Hein. Je dis vraiment des injustices dans le vrai sens du terme, hein, parce que en tant que chrétien, je suis contre l'injustice. Je pense que ce pays se rapproche quand même un petit peu plus du bien commun que nous à l'heure actuelle, hein, à plein de niveaux, même si c'est pas totalement bien entendu. Un pays, en tout cas, un petit peu moins dégénéré sur pas mal de plans. Hein. Vaut mieux Ne sont pas encore à notre niveau, quoi. ouais, c'est ça. Dans tous les trucs, c'est vraiment un pays où il y a vraiment des vrais hommes et des vraies femmes. Des gens de valeur, exemplaires. Très clairement, le féminisme là-bas, c'est vraiment pas la même chose qu'ici. Hein. C'est vraiment pas trop à la mode. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, ils ont eu leurs problèmes aussi, je veux dire. Hein. Leur femme, c'est pas spécialement très pudique, mais ce sont des débats. Hein. Bon. Alors, au niveau géopolitique. Par exemple, ça s'est beaucoup vu dans le conflit syrien. Hein, je pense qu'on peut dire sans trop de problèmes qu'ils peuvent se montrer. Je pense qu'ils ont été beaucoup plus justes, hein, vraiment respectables. Je pense que Poutine, c'est quelqu'un qui aime profondément son pays et les vrais chefs. Moi, personnellement, j'ai tendance à les apprécier, ne fût-ce qu'au niveau humain. Hein. Ça fait déjà 20 ans qu'il est au pouvoir, d'ailleurs. Oui, Mais, ça oui, me il se pose maintient. voilà, mais ça me pose pas de problème. Je pense que si j'étais chef d'État, je préférerais discuter avec lui qu'avec François Hollande, hein, ou autre. Donc bref. Alors que j'entends personnellement dire, je continue un petit peu à défendre la Russie avant d'aborder la question, mais parce que pour mettre les choses un petit peu en place avant ça, mais quand j'entends dire des sottises émanant du camp ukrainien, hein, je parle dans le conflit qui les occupe, hein, comme quoi les Russes souhaiteraient imposer le soviétisme en Europe, je pleure parce que déjà c'est faux, et que c'est vraiment méconnaître les Russes. Et de deux, parce que l'Europe occidentale est beaucoup plus communiste hein, que les Russes au niveau économique, hein, de très très loin, hein, mais vraiment rien à voir. Hein, je comprends pas trop. Hein. En plus, quand je vois ça dans le conflit justement en Ukraine, je rappelle que c'est un conflit entre deux peuples schismatiques. Hein. Quand je vois justement tous les drapeaux pro-Union Européenne en Ukraine, moi franchement, honnêtement, hein, j'ai peur pour les Ukrainiens parce que ça m'intéresse pas trop pour eux que tous les graves péchés très présents chez nous et pas encore chez eux se déversent dans leur pays. Et ça me fait peur vraiment pour eux. Hein. Ça me fait vraiment peur pour eux. Surtout qu'en plus quand je vois toutes les ONG, hein, style Open Society de Soros et tout ça, Freedom Houses, etc. Participer, pousser, inciter à la révolution en Ukraine. Hein. Franchement, évidemment, je pense pas qu'il y ait de quoi être très très rassuré pour les Ukrainiens. Hein. Voilà, je dis mon avis ici. Hein. Ici, je dis ma position, voilà, assez personnelle, parce que ça rentre pas trop dans les questions de religion. Mais en tout cas, je rappelle aussi que par la grâce de Dieu, c'est la conversion qu'attend les Russes. Hein. C'est la conversion qu'attend les Russes, hein, comme faire Notre-Dame de Fatima. Hein. Fatima. Mhm. Voilà, donc moi, au-delà des questions schismatiques, j'apprécie beaucoup ce peuple, et tout comme j'aime d'ailleurs l'humanité en général, hein, je suis chrétien, donc voilà, même si fatalement j'ai une petite préférence pour la Pologne hein, par rapport à la Russie, et c'est tout à fait normal d'un point de vue géopolitique et religieux, hein, simplement. Comme ça, tout est dit. On n'a pas d'inimitié vis-à-vis d'un peuple en particulier, c'est simplement que y a des peuples qui sont plus proches du catholicisme que d'autres, donc forcément. C'est exactement ça, voilà, c'est exactement ça. Je tenais vraiment à le dire pour au cas où des Russes entendraient, qu'ils sachent vraiment que c'est pas leur pays que j'attaque et voilà, que ce pays que j'aime bien. J'aurais encore plein de choses à dire sur le sujet, mais je vais m'arrêter là. Et de toute façon, chaque peuple a ses qualités et ses défauts, simplement. Maintenant, le souci que j'ai, hein, et que je me rendais pas encore bien compte à cette époque, c'est de voir à quel point l'influence douguiniste elle est assez puissante. Hein. Et franchement, je savais pas à ce point-là. Hein. Franchement, j'imaginais pas à quel point. Vraiment pas. Parce que les Russes... Alors, il y a aussi les questions historiques, mais quand même. Ils sont vraiment imbibés de cette pensée. Et tout ça pour dire que les esprits sont prêts. C'est pas encore à 100%, hein, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Hein. Alors, je vais expliquer ce qui se passe. C'est vraiment... les auditeurs, écoutez bien... parce que là, on va vraiment parler d'un potentiel avenir. Hein, un très potentiel avenir. Alors, la pensée de Dugin...
bah, elle est très très bien expliquée dans son livre qui est intitulé La quatrième théorie politique, hein. Et ça, c'est le livre dont je parlais qui a été préfacé par Alain Soral, hein. Tu vois comme quoi ils sont tous interconnectés dans ce petit monde, hein. Bon, voilà. Alors c'est un livre qui a été traduit dans de nombreuses langues et donc c'est très connu dans certains milieux intellectuels politiques, hein. Même si les auditeurs connaissent peut-être pas, mais en tout cas, dans certains milieux intellectuels, c'est un petit best-seller, hein. Alors c'est un livre où il va poser les bases, hein, donc sur papier, et je pense qu'on peut le voir comme ça, d'un véritable plan de conquête politique, hein. Alors voilà comment ça se passe. Il tire le constat qu'au XXe siècle, donc on a trois grands camps politico-idéologiques qui se sont affrontés. On a la première voie politique, l'Occident libéral, la seconde voie politique, le marxisme, et enfin la troisième voie, hein, donc grosso modo, le fascisme, hein. Donc évidemment, dans ces trois voies, l'Église elle était un peu en difficulté, hein, elle était un peu nulle part, hein. Et d'ailleurs on était déjà hors jeu, puisqu'on a plus morflé qu'autre chose, hein, donc dans tous les cas, nous on s'est retrouvés un petit peu perdants. En tout cas, on parle ici de ces trois fameuses voies politiques du XXe siècle. Et Dugin, il dit, en 45, la troisième voie, elle est tombée. Ce qui fait qu'il reste plus que deux voies, qui se sont affrontées pendant une guerre froide. La seconde, donc, qui était incarnée par l'Empire soviétique et qui faisait la fierté de la Russie, hein. Et donc, il s'adresse beaucoup au public russe, hein, quand il parle de tout ça aussi. Théodon, tu l'as lu ce bouquin là, au fait? Je l'ai eu, mais je ne l'ai pas lu en entier, mais j'ai lu des Oui, passages. Ça va, donc tu vois très bien de quoi on parle. Ensuite, il va dire que la Russie, finalement, elle perd la partie, hein. La deuxième voie s'est effondrée, hein, en 89. Et c'est le libéralisme qui est le gros vainqueur et qui s'impose partout dans le monde. Et ça engendre quoi? Ça engendre mentalement que dans les esprits, que seul le libéralisme aurait sa raison d'être, puisque c'est le grand vainqueur. Donc avant, les gens ils voyaient deux camps, donc deux façons de penser le monde, le marché, etc., de penser le marché aussi, etc. Donc deux visions différentes. Et maintenant, il n'y a plus qu'une minorité de gens qui s'élèvent au-dessus de ça et qui peuvent potentiellement imaginer un autre monde, malgré le vainqueur incontestable, hein. Le vainqueur qui a fait d'ailleurs qu'on est allé jusqu'à dire qu'on était dans la fin de l'histoire, hein, donc c'est-à-dire le camp capitaliste libéral. Dans les années 90, il se passait plus grand-chose, et c'est ce qu'on disait, c'est la fin de l'histoire, c'est ce qu'on entendait, hein. Alors donc, du coup, la plupart du temps, la minorité de gens qui souhaitent une alternative politique totale, donc de facto révolutionnaire, en reviennent avec la deuxième et troisième voie. Soit totalitarisme de gauche, soit totalitarisme de droite, hein. Mais, fatalement, c'est déjà en piège, puisque Dugin, c'est impossible, on ne peut plus revenir en arrière. Déjà parce que ça casse les pieds à tout le monde. La plupart des gens, et c'est leur nature humaine, ils aspirent à une certaine liberté, et c'est là-dessus qu'a joué le libéralisme, rien qu'avec ce simple mot, liberté, ça a joué pour remporter des guerres et faire écrouler des murs. L'homme a besoin de liberté, même si la liberté Oui, reste en moyen. ça c'est vrai aussi. Oui, il y a eu. Et c'est d'ailleurs pour ça que le libéralisme a attiré. C'est que ça répondait en partie à un désir sain de la nature humaine, qui est le désir, d'avoir une saine liberté, c'est-à-dire de pouvoir réaliser le bien, comme on est une créature raisonnable, de pouvoir l'atteindre par nous-mêmes et de pouvoir le réaliser nous-mêmes. Mais en même temps, comme il y a le péché originel et tout ça, ça permet aussi de passer de cette idée juste de liberté à la fausse liberté, c'est-à-dire à la licence, à la faculté de faire ce qu'on veut sans tenir compte de l'ordre. Voilà, exactement. Voilà. Parce que la liberté en soi, c'est très bien, mais c'est juste que chez nous chrétiens, la liberté c'est un moyen, c'est pas une fin, hein. C'est ça la différence, et c'est toute l'opposition qu'on a avec le libéralisme, hein. En plus, le communisme, il peut plus percer, ou alors sous un autre nom et sous un habit provisoirement, dans un temps de crise provisoire. Et le nazisme, la chance que quasiment plus personne n'apprécie. Tu peux plus faire de Zikail ou Vive Mussolini et être applaudi par tout le monde, hein. La plupart des gens, tu les choques, hein. Donc tout ça fait que de nos jours, depuis que tout ça s'est effondré, c'est difficile pour les gens en général de se projeter dans une véritable alternative, puisqu'il ne reste plus que le libéralisme. À part... Et c'est d'ailleurs aussi ce que l'on voit avec le phénomène du conservatisme qui s'aligne systématiquement sur le libéralisme, en fait. voilà, exactement, c'est ça, exactement. À part, alors Dugin n'en parle pas, mais toujours est-il évidemment qu'il reste quand même d'autres visions alternatives, c'est-à-dire
que ce soit chrétienté ou charia, on va dire. Mais je veux dire, voilà, chez les catholiques et les islamistes, en tant soit peu formés dans la partie politique de leur religion, ben, ils ont quand même aussi des projets. Hein, voilà. Nous, personnellement, on a aussi des petites idées. Mais c'est ça que je veux dire. Mais toujours est-il que si, c'est toujours possible de penser des alternatives sans être communiste et avoir le bras droit un peu tendu. Voilà. Bon, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que le libéralisme occidental a fini aussi, du coup, bah, par s'interposer en Russie. Mais dit Dugin, ça ne convient pas aux Russes. Ça peut pas convenir aux Russes. Parce que pour lui, grosso modo, et j'espère que je vais pas le déformer en disant ça, hein, parce que ça fait longtemps que j'ai lu son bouquin, mais il dit que les Russes, bah, ils ont vu tellement grand, ils ont tellement tenu le monde en haleine, et voilà, ça a pas tenu, et qu'en plus de ça, donc ils ont donc dans l'Empire soviétique, mais qu'en plus de ça, ils ont une vocation civilisationnelle, c'est ce qu'il dit. Les Russes ont besoin de se différencier et proposer de quelque chose de complètement différent et de neuf au monde. Et il dit, voilà, il faut vraiment conserver cet état d'esprit, sinon c'est la fin de la Russie. Alors, quitte à envisager cette première voie comme en ennemi, le libéralisme, bah, cette voie-là, bah, il faut trouver ses points faibles pour l'attaquer. Alors il réfléchit, qu'est-ce qui fait que les gens râlent? Quels défauts peut-on relever instinctivement par rapport à cette machine libérale? Alors il va relever quelques défauts. Bah, le fait que le libéralisme est devenu nihiliste, hein. Il tend vers le néant puisqu'il ne propose plus rien, ne fait plus vibrer, il n'affronte plus rien véritablement puisqu'il a complètement gagné. En plus, un truc qui agace, hein, qui pose problème à la planète entière, il dit, c'est la modernité. Hein. Il dit qu'il part de l'idée que les gens ont envie de revenir à quelque chose de plus traditionnel, hein, et qu'il faut dépasser cette modernité. Et c'est vrai, parce que ça se voit avec les différentes crises identitaires, etc. Hein. Donc Dugin, bah, entre nous, il n'aime pas trop la modernité, hein, il n'est pas guénonéen pour rien, hein, ouais, c'est normal. Alors il dit, le libéralisme, il est planétaire, puisqu'il s'est imposé partout. Donc il favorise une épaisse mondialisation qui a tendance à uniformiser les sociétés. Ça, les gens n'aiment pas non plus. Le matérialisme est ambiant, culture du profit, et bah, ça fait aussi, c'est vrai, les raisons ça fait du mal à la spiritualité aussi. Et ça, les gens n'aiment pas non plus. Parce que bah, la spiritualité est beaucoup mise de côté, comme la morale, hein, entre guillemets ou pas. Et la morale, elle est déclinante. Hein. Puisque, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une contrefaçon de la liberté. Donc on est libre de faire du profit au-delà d'une, entre guillemets, morale. Donc on vit dans un monde qui incite plus à rejeter la spiritualité qu'à la respecter. Hein. Sinon t'aurais pas toutes les saloperies Netflix, pornographie, etc. etc. En tout cas, tout ce qu'il dit, voilà, jusque-là, bon, bah, c'est vrai. Tout ce qui se passe, ça énerve beaucoup de monde, et nous les premiers. Hein. Donc voilà, on est en gros d'accord avec 90% de ce qu'il dit. Hein. Mais nous, ce qui pose problème, c'est les 10%, c'est un autre débat. Donc Dugin, voilà, il affirme que la Russie doit proposer un modèle de monde nouveau, c'est-à-dire une quatrième voie corrigeant les défauts cités. C'est-à-dire une voie traditionnelle. Hein. Alors l'idée, ce serait quoi? D'une part, ce serait un monde respectueux des identités des peuples, et qui les mettrait en avant, hein, donc jusqu'ici, très bien, hein, voilà. D'ailleurs, c'est nécessaire pour la Russie, puisqu'elle est polyethnique, hein, et d'ailleurs, l'Europe, pareil, dans une perspective Union Européenne. Et même polycratique, puisque la Russie, il ne faut pas oublier que c'est une fédération. Oui, voilà, exactement, c'est une fédération aussi. C'est justement là-dessus qu'il s'appuie d'ailleurs. Hein, voilà. Et puis voilà, et fatalement, le monde entier, dans sa globalité, la planète elle-même, elle est polyethnique par définition. Voilà, même si on parle pas d'une fédération, bien sûr. Mais également, il va dire, fatalement, au niveau spirituel, grosso modo, il faudrait que les différentes spiritualités soient respectées pour favoriser cette civilisation fraternelle. Hein. Donc autant, il dit que le libéralisme a cette fâcheuse tendance à... Il tend vers la destruction des communautés, des nations, des sexes, et même des religions.
Donc, dans son idée, il faut préserver tout ça. Jusque-là, en partie, il y a beaucoup de vrai, sauf que cette alternative identitariste prise dans cette totalité, bah, elle porte sur la question religieuse. C'est ça qui pose problème. Il veut réhabiliter les religions. Donc par conséquent, dans ce modèle, on est contraint à la liberté religieuse polyconfessionnelle. Donc là, on est dans un autre extrême, en fait. Hein. Et donc, polyconfessionnel avec le paganisme et tout ce qu'on veut. Donc la question, c'est dans cette alternative qui prend sa source clairement, nettement dans la gnose, est-ce que le catholicisme peut se positionner favorablement, et est-ce que cette quatrième voie est-elle elle-même favorable justement au catholicisme, donc en plus du problème multiconfessionnel. Et d'ailleurs, Dugin, il n'est pas véritablement, il n'est pas soumis au faux patriarcat schismatique de Moscou, mais il fait partie de la secte des vieux croyants, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait un schisme dans le schisme et qui sont beaucoup moins hiérarchisés, et il est beaucoup plus perméable aux infiltrations païennes notamment. Permettre de prospérer là-dessus. Ah ouais. Mais en tout cas, elles sont déjà présentes partout. Hein. En Russie. Oui, ils ont aussi contaminé le patriarcat, mais je veux dire, Dugin lui-même, il a bien compris qu'il aurait eu plus facile d'imposer voilà. sans le contrôle d'une autorité qui viendrait, d'une autorité religieuse qui viendrait le censurer, quoi. D'accord, je vois ce que tu veux dire. En tout cas, voilà, nous, à un moment donné, ça bloque. Et là, on va être... Mais là, ça sent très très mauvais pour nous. Là, franchement, honnêtement, ça sent très mauvais. Parce que, de facto, comment tu veux évangéliser et faire du prosélytisme, convertir, amener à la religion, dans un espace qui promeut la multiconfession? Comment veux-tu faire reconnaître la sainte religion catholique comme la seule vraie, dans un plan pareil, tu vois? Et en plus, évidemment, il y a des allusions initiatiques, hein, si on le lit. C'est truffé de concepts guénoniens, évidemment. Son programme est guénonien, on est vraiment traditionnaliste. Hein. Et anti-catholique aussi. Il a des propos où il considère que le catholicisme, c'est une hérésie. Mais il n'a pas le choix. C'est juste logique. En fait, dans un monde pareil, la vérité catholique, elle est bloquée. Ça va plaire à tout le monde, mais tu vois ce que je veux dire? Là, il va y avoir un problème. Donc, comme je dis, tous les gens en perte de repères, de bonne droite, machin, ils sont en demande. Donc, ils vont tous vouloir l'adopter, hein, le modèle. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer concrètement. Ça ne peut que plaire, ce truc-là. Tu vois par où le diable, il va jouer. Et le problème, c'est que nous, les catholiques, ça peut faire que des ravages, parce que comme on l'a dit, on est aussi un peu intoxiqués. Hein. Donc, il y aura certainement des catholiques qui vont rester solides par rapport à ce qui se passe. Hein. Mais pour l'instant, c'est une catastrophe. On va vers une catastrophe. Et surtout, ce qu'on peut constater aussi, c'est que nous, on est un peu isolés. La radio originale, on n'est pas un gros média, mais il est attaqué par personne, en fait, Dugin dans les médias catholiques. Frontalement. Au contraire, à la limite, on fait sa pub. À la limite, on fait sa pub, même y compris par des médias. Dans le meilleur des cas, ils ne font pas la pub, mais voilà, quoi, ils laissent faire. Ah, mais parfois, avec des conférences pro Dugin, t'as des. C'est sa vue, hein, c'est sa vue. Hein. Tu as des. T'as même des médias de grosses associations catholiques qui vont en parler très positivement. T'as des... Ouais, non. On est face à un très très grave problème. Et ça va être très très difficile de résister à ça, hein, à l'heure actuelle. Hein. C'est pour ça que j'ai eu l'intérêt de faire cette émission. C'est pour ça qu'on appelle ça la contre-révolution maçonnique. Hein. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'on est échec et mat. Hein. Grosso modo, c'est quasiment ça. Hein. Et parce que aussi, l'avantage... L'une des forces de ce traditionnalisme-là, c'est que il rassure, puisqu'il y a le côté tradition qui fait que on s'inscrit dans une continuité, et aussi il prétend donner aussi l'aspect spirituel, vu que avec chaque culte qui peut se persévérer dans sa forme propre, tout en conservant un fond ésotérique commun, ça peut plaire au niveau des besoins humains naturels, ça peut plaire partout en fait. Ça ne peut que marcher, et les gens sont demandeurs. Tout le monde est demandeur. Dans un modèle pareil. Alors je continue, parce que c'est pas terminé. Hein. Ce qui se fait dans l'espace, cette réconciliation des nations, des ethnies et des religions, hein, elle peut aussi se faire dans le temps. C'est-à-dire que la Russie, elle a un passé tsariste,
Elle a un passé communiste, qui a été un peu plus court. Mais c'est aussi le moment où elle a eu son plus grand empire, c'était son heure de gloire. Et actuellement, maintenant, ils sont passés à un autre type de régime, avec Vladimir Poutine, etc. Mais Dugin, il dit tout ça, il faut l'assumer. Il faut pas faire de guerre gauche-droite, comme la France l'a connue. Il faut réconcilier les deux. Et en Russie, cet esprit-là, il est partout. Il est déjà partout. C'est un pays qui joue beaucoup sur l'imagerie faucille-marteau, mais c'est plus du tout un pays communiste. C'est un pays où vous pouvez trouver sans problème une statue de Lénine en face d'une église schismatique, entre guillemets orthodoxe. C'est aucun problème dans le monde russe. C'est une mentalité qui est complètement différente. Le passé est pleinement assumé et revendiqué. Donc que ce soit au niveau de l'espace et du temps, tu vois, il y a cette réconciliation. Et c'est d'ailleurs le même système en France avec égalité et réconciliation. La réconciliation, c'est quoi? C'est la réconciliation entre l'extrême gauche et l'extrême droite, entre les musulmans et les autres. Il y a déjà eu des tentatives... Sauf que là, la figure, ce sera pas tant Lénine que Robespierre ou De Gaulle, des bazars comme ça, quoi. Exactement. Alors, il y a déjà eu des tentatives par le passé en France avec ça. Il y a eu les fameux cahiers de Proudhon, même si c'était plutôt l'Action française à l'époque qui était de la partie. Il y a cette tentative de réconcilier la République avec la monarchie. Et tout ça dans une parfaite égalité et réconciliation d'espace-temps. Et c'est ça le projet, en fait. Et donc, pour la France, ce serait une vraie réconciliation République-monarchie. Je vais revenir un peu plus loin sur le cas de la France, parce qu'il est vraiment très très intéressant, et vous allez voir le piège. Mais je le dis clairement, en Russie, les Russes, ils fonctionnent déjà comme ça. Et en plus, c'est pas juste des actions politiques, la mentalité, le mental, il est déjà comme ça. Le terrain est déjà prêt en Russie. Et t'es schismatique, t'es musulman, t'es bouddhiste, t'es chamanique, t'es communiste, pas de problème, mon frère, t'es russe. Et comme type de russe, tu peux être tchétchène, tu peux être tatar, tu peux être touvan, voilà, y a aucun problème. Toute nuance gardée, évidemment, parce que bon, t'as évidemment des gens un peu racistes en Russie aussi, qui disent, lui, il est quand même pas russe, bon, voilà, tu peux avoir ça aussi, c'est un débat. Mais c'est ça l'idée, en fait, c'est ça l'idée. Maintenant, dans ces conditions, si t'es catholique, là, je pense que ça peut poser un petit problème, tu dois être un petit peu plus discret, donc en Russie, à ce niveau-là. D'ailleurs, ça correspond aussi à l'histoire des catholiques en Russie. Ils étaient persécutés aussi bien sous les tsars que sous les communistes. Ouais. Je vais expliquer après. Par contre, si t'es musulman, ça passe très bien. Ça, tu vois. Bon. En tout cas, tu vois déjà où je veux en venir un petit peu. En tout cas, Dugin, il dit que pour que ça fonctionne, pour réussir cette mission civilisationnelle, cette nouvelle conquête du monde, il faut faire le calcul. Il dit que d'un point de vue militaire, c'est pas possible, mauvaise idée, parce que les Russes ne sont pas assez nombreux pour conquérir l'Europe et le monde, etc. C'est peut-être vraiment pas le bon plan, c'est peut-être pas le moment. On va peut-être éviter ça. Et je rappelle d'ailleurs que la population russe représente à peine le double de la France, alors que géographiquement, la Russie fait 26 fois la taille de la France. Donc conquérir militairement l'Europe et le monde, c'est pas trop évident de faire ça militairement. Et là aussi, on voit qu'ils ont tiré la leçon de l'histoire récente, puisque en 1945, quand ils ont envahi la moitié de l'Europe orientale avec la guerre, en 1990, quand il y a eu la libération de ces territoires-là, ils ont tous basculé dans le camp pro-américain, ils ont été dégoûtés des Russes. Donc il s'est dit peut-être maintenant, oui, il faut pas recommencer cette erreur-là. Oui, et d'autant plus, qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est ça, effrayer les gens, et effectivement qu'on ait plein qui plongent chez l'opposant, ou y aller plus subtilement et rallier un maximum de monde à sa cause. Alors c'est là qu'il va parler. La solution du soft power qu'il faut essayer. Voilà, donc c'est ce qu'il propose dans son livre, c'est une alternative extrêmement intelligente, c'est effectivement le soft power. Alors le soft power, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si tu sais la définir d'un seul coup. D'un seul coup, non, je vais te laisser. Alors le soft power, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'un acteur politique à influencer indirectement le comportement d'un autre acteur au travers de moyens non coercitifs, c'est-à-dire des moyens culturels ou idéologiques, au travers d'un réseau associatif, culturel, médiatique, etc. Les Américains font ça aussi un petit peu, dans un certain sens, avec le cinéma, la musique, voilà. Bon,
Mais on va voir ce qui se passe avec les Russes ces temps-ci, c'est très intéressant. Son livre, il sort en 2012. Alors, je vais pas dire qu'il y a un rapport direct à ce que je vais dire, mais c'est quand même intéressant de noter que 2 ans plus tard, on voit émerger des médias qui rendent fous les politiques françaises et anglo-saxonnes. Hein. Et je parle des Sputnik News et en 2017 RT. Hein. Donc des médias qui trouvent très bien leur place et leur public sur les réseaux sociaux, qui sont à la pointe. Tout le monde s'y abonne, et moi le premier, hein, puisque bon, c'est de l'information non seulement très professionnelle, en plus très bien faite, très sérieuse, et en plus qui donne un point de vue différent par rapport à nos médias nationaux traditionnels. Hein, donc Et des médias susceptibles d'attirer le plus de monde possible, en fait. ouais. C'est pour ça qu'il y fonctionne en a très qui bien. se plaignent, qui disent que c'est pas assez trash, enfin que c'est pas assez radicaux, mais en fait le but c'est pas d'être le plus radical, c'est c'est d'attirer intelligent. le plus de monde. C'est intelligent. C'est ça, hein. Donc, effectivement, ouais, c'est des médias très sérieux. Hein. Et effectivement, c'est très bien accueilli par les gens, mais très mal accueilli par les politiques. Hein. Ça. Alors d'ailleurs, j'ai vu des reportages par rapport à ça qui parlaient très clairement du soft power évoqué par Dugin. Ces conditions, donc je veux dire, j'invente rien. Hein. Mais je vais pas dire ça à 100% que c'est lui qui a initié le mouvement. Hein. Je pose la question, hein, c'est vrai que ça fait un peu complotiste de dire ça, mais voilà. Bon, C'est un acteur en tout cas je pose la question. cette entreprise. Je dis pas qu'il serait 100%, enfin, qu'il serait complètement derrière ces histoires-là, mais bon, il l'a écrit de 1, et de 2, c'est pas. C'est une personnalité très influente en Russie, qui est ancien conseiller de Vladimir Poutine, et toute sa pensée s'impose, je veux dire. Et médiatiquement, il est très connu. C'est un peu le BHL des Russes, quoi. Tu vois Mais non, quand même, parce que BHL il est moqué même en France, quoi. Oui, c'est vrai, ouais, c'est une petite différence. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, c'est une personnalité incontournable dans le monde russe. Ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Que les dés, ils sont lancés depuis un grand moment déjà. Hein, et que, voilà, que les pions, ils sont en place en Occident. Moi, c'est complètement visible, mais ça se voit. Mais tu tournes la tête à gauche, tu tournes la tête à droite pour finir, tu vois vraiment les choses se mettre en place. Hein. C'est une guerre aussi. Hein. Alors, d'ailleurs, justement, je vais revenir un peu sur le cas de la France. Tu vois très bien dans les manifestations de Gilets jaunes, les médias français qui sont très mal accueillis. Par contre, RT et Sputnik News qui parlent, eux, des Gilets jaunes en bien, avec une bonne sémantique et tout ce que tu veux. Là, ces Comme médias-là chez sont eux, quoi. accueillis comme chez eux, les bras ouverts, quoi. Parce que les gens révoltés, ils se sentent respectés par eux. Et justement, voilà, on parle des Gilets jaunes ici. Ici, on a un mouvement spontané de révolte contre le pouvoir actuel en France, hein, et qui a la particularité de concilier, outre une certaine masse populaire, concilie des gens, d'une part, d'extrême droite, et d'autre part, des gens d'extrême gauche. Hein. Donc 2 camps politiques qui ont un certain dénominateur commun, à savoir, en France, être relativement pro-russe et pro-Poutine, hein, tant l'extrême droite que l'extrême gauche. D'ailleurs, par rapport à cette fameuse presse, Sputnik, RT, etc., au niveau de la sémantique, que ce soit Marine Le Pen ou Mélenchon, ils s'en sortent très très bien. En plus, voilà, on peut parler d'ER, etc., donc il se passe... Tout ça, c'est à fond derrière les gilets jaunes. Alors, je suis pas en train de dire qu'il y a complot, hein, c'est... Là, C'est plus une convergence d'intérêts. Voilà, exactement, je suis pas en train de dire qu'il y a complot, c'est effectivement en plus une convergence d'intérêts, effectivement, hein. D'ailleurs ça se passe souvent ainsi, hein. Mais si les Russes, on peut dire, effectivement, oui, ils peuvent peser, être en minimum influent sur un terrain qui est déjà très fertile. Hein, les gens, ils sont enragés, ils se sont révoltés. Et en plus de ça, effectivement, les Russes, ils sont de toute façon pas tout seuls. Hein, donc, c'est juste de la politique. Hein, voilà, ils agissent où ils peuvent agir, comme tout le monde fait hein, dans le monde géopolitique. Mais je vais plus loin. Je vais quand même plus loin. Parce que si demain, imaginons en France une petite révolution, hein, parce qu'on en a vu quand même des prémices. Hein. Fatalement, ce serait plutôt, s'il fallait tabler sur une révolution, ce serait plutôt gilet jaune, fatalement. Il suffirait la moindre étincelle, de nouveau, avec un état de crise sociale assez grave, pour que ça explose finalement, hein, et que ça parte vraiment en vrille et en révolution. On aurait une révolution qui serait autant soutenue par les nationalistes que par l'extrême gauche. Hein.
Et je pense que les vues de Dugin peuvent potentiellement très bien s'adapter en France, puisque le terrain, comme je l'ai dit, il est très fertile pour accueillir toutes ces idées. Tout le monde serait réjoui. Alors déjà, on parlerait d'une réconciliation entre république et monarchie sans problème. On aurait le fameux RIC, on aurait une nouvelle ligne géopolitique. Bon voilà, moi tout ça, des trucs... je suis pas démocrate, et voilà. Je regarde naturellement les intérêts de ma communauté catholique avant tout. Bon, alors après, ceci étant dit, il y aura quand même vraiment des avantages pour nous, notre vision. C'est-à-dire qu'on aurait certainement peut-être un peu moins de féminisme, un peu moins de gay pride aussi, puisqu'on reviendrait à quelque chose de plus traditionnel. Il suffirait qu'on ait un pouvoir en tant soit pudding, et le problème serait peut-être déjà un peu résorbé, à peu près. Peut-être un peu moins d'immigration massive, ça c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde évidemment. Un peu plus de police, un peu moins d'avortements, puisque fatalement, étant donné que l'idéologie politico-médiatique dominante se serait chassée, fatalement, il y a des choses qui se passeraient certainement un petit peu mieux. Mais c'est justement là que ça va poser problème, dans un certain sens, parce que moi, ce qui me dérange, c'est que je suis convaincu que malheureusement, il va sans dire que beaucoup de frères en chrétienté seront satisfaits en fait. Le problème pour eux, il sera réglé, tu vois ce que je veux dire? Alors ils soutiendront à fond le nouveau régime. Ah, complètement. Alors qu'on sera très loin d'une chrétienté, mais vraiment très loin. Ouais. Et donc c'est une situation qui... Et ça les rendra plus perméables aux influences gnostiques. Mais bien sûr. Voilà. Mais c'est ce qui va se passer. Donc, en fait, et c'est logique aussi, parce que d'un autre côté, en plus de ça, après tout ce qui s'est passé pendant 2 siècles, on risque de s'en contenter. C'est ce qui peut potentiellement arriver, parce que et effectivement, comme tu dis, dans les espaces catholiques qui vont être tolérés, évidemment qu'on va se faire pourrir et de façon un petit peu différente que maintenant, un petit peu différente que maintenant, et que la tentative sera de nous convertir au traditionnalisme au sens hérétique du terme, et que ça passera par l'aiguillement des catholiques sous le fidéisme, avec le rejet de la scolastique, qui va pas convenir à ce truc-là. Donc pour moi, le terrain politique et social, il est pleinement prêt, et favorable à ce qu'on se fasse piéger comme jamais. Et je m'explique, je continue à développer le truc. Pour moi, le futur demain, s'il y a une nouvelle révolution, je pense qu'il y a de fortes probabilités que ça tombe, puisque la crise s'intensifie, le pouvoir est peut-être pas si vigoureux qu'on raconte. Donc voilà. Moi, je crois que c'est plutôt vers une 4ème voie, effectivement, qu'on pourrait tendre. Donc c'est pour ça que je te disais que le nationalisme révolutionnaire, droite des valeurs, gauche du travail, se renouvelait en fait. C'est ça la 4ème voie, tu vois. Mais alors je vais vous poser, avant de terminer, je vais vous poser une petite question, on va réfléchir un petit peu. Donc le catholicisme n'est pas compatible avec la constitution libérale. À moins, bien sûr, qu'on devienne moderniste. Ça, c'est... Là, justement, là, on arrête d'être catholique, là. Ouais, exactement. C'est ça le problème. Voilà. Alors bon, mais quand même, est-ce que ma religion, qui n'est déjà pas compatible avec le libéralisme, de facto, est-elle compatible avec la 4ème voie? Et je vous pose la question. Non. Je vous pose la question. Moi, le constat, il est très clair. Et c'est très intéressant parce que les Russes, justement, comme je disais tout à l'heure, des gens très sympathiques, effectivement, j'avais noté qu'on pouvait être issu de n'importe quelle religion chez eux, et ça posait aucun problème. Mais, catholicisme, là, t'as une petite méfiance. Tu vois, pour des raisons historiques et tout ça, bien sûr. Mais aussi il y a aussi Dostoïevski qui avait écrit un livre, là, où il avait le personnage du grand inquisiteur qui a beaucoup inspiré l'imaginaire russe. En fait, le catholique est vu comme le possible tyran, en fait. Mais ils ont raison. Ils ont raison. Non, mais je veux dire, et d'un autre côté, c'est vrai que nous, on pose problème. On est le grain de sable dans l'engrenage. Parce qu'en plus, si tu sous-entends le prosélytisme, ça c'est mal vu chez eux. Et donc, voilà, ça sous-entend, tout ça, ça sous-entend un problème d'intégration. Donc, en plus, si tu me parles de 4ème voie, mais laisse tomber, il y a un grave problème de compatibilité. Simplement parce que nous, la différence avec le reste, c'est qu'on a un magistère. Il y a une foi, il y a une morale.
donc de cette morale découle aussi du politique. Hein. Donc c'est impossible d'y toucher, on peut rien faire. C'est comme ça, c'est scellé. On est encore étranger. C'est ça la différence. Déjà aussi un point, c'est que l'idéologie, fondamentalement, c'est une religion immanente, en fait. Mais c'est bien sûr. Mais en fait, une idéologie, tu fonctionnes comme une religion. Ça fonctionne comme une religion, exactement. Ouais. Quand t'es dans une idéologie, moi je l'ai été, donc je sais de quoi je parle, c'était ma religion. Point barre. Après, c'était pas religion dans le sens connecté à Dieu, mais c'était vraiment ma grille de lecture du monde et ma façon de... Tout mon mode de fonctionnement, c'était par rapport à ça. C'est que les communistes, c'est comme ça. Tout le monde fait fonctionner ainsi. Hein. C'est normal. Hein. Alors, d'ailleurs, c'est amusant parce qu'à la même époque, Poutine inaugurait la plus grande mosquée d'Europe, hein, à Moscou. Et les gens s'étonnaient, mais tiens, je pensais que Poutine il combattait les musulmans, blablabla, parce qu'il s'est passé des choses en Tchétchénie, évidemment, mais les gens ils comprennent pas. Poutine, il n'aime pas les musulmans à la sauce salafiste, ceux qui s'adaptent pas à son système. Mais les musulmans traditionnels, soufistes, tout ce que vous voulez, là c'est bras ouverts, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. D'ailleurs, la plupart des Tchétchènes, c'est pas des extrémistes, hein, c'est soufistes. Hein. Les Tchétchènes, ils ont été importés dans la guerre qu'ont initié les salafistes à un moment donné, mais la plupart d'entre eux, ils sont pas salafistes, c'est soufistes. Hein. On peut parler aussi des témoins de Jéhovah. Hein. On peut s'étonner aussi qu'ils ont récemment été interdits en Russie. Hein. Pourtant, les témoins de Jéhovah, ils sont pas du tout violents et ils s'occupent même pas de politique. C'est pareil. Le problème des témoins de Jéhovah, c'est que c'est l'une des rares sectes protestantes à disposer, et je vais utiliser en gros mots, hein, bien sûr, mais entre guillemets dans magistère. C'est-à-dire qu'ils ont leur tour de garde qui leur interdit d'interpréter les Écritures, comme les autres protestants pourraient l'entendre. Donc les témoins de Jéhovah, ils sont pas malléables non plus. Hein. Et en plus, le témoin de Jéhovah, il est le même partout dans le monde, en fait. C'est ça, et ça vient des États-Unis en plus, donc c'est pas très intéressant pour les Russes que la secte des témoins de Jéhovah se développe. Il faudra pas que ça pose un problème comme les catholiques. Après, bon, bref. Donc voilà, maintenant, s'il y a vraiment une religion problématique dans tous les domaines, hein, que ce soit politique, philosophique, doctrinal, tout ce qu'on veut, la totale, c'est une seule religion, c'est le catholicisme. Et Joseph de Maistre, il a cru pouvoir faire l'accord du catholicisme avec la maçonnerie et son traditionnalisme. Hein. Non, voilà, condamné par l'Église, c'est tout. Le système de Joseph de Maistre ne fonctionne pas. Pourtant, Joseph de Maistre, il était censé être catholiquement orthodoxe et intégriste sur tous les points. Hein. Vraiment, il y a juste un point sur lequel il n'a pas été, et c'est là que ça n'a pas été. Voilà. Et en plus, on a vocation à l'évangélisation, à la conversion du monde entier. Donc le seul moyen de maîtriser les catholiques, c'est les égarer. Hein, ici, en l'occurrence, dans le modernisme conservateur ou le, entre guillemets, traditionnalisme à la sauce mestrienne et guénonienne. Hein. Et le problème, c'est que c'est pas difficile. Le ver est déjà dans le fruit, et là, encore une fois, on parle même pas de complot. C'est nous qui l'avons voulu. Hein. D'ailleurs, en parlant de complot, on peut aussi noter le fait que le complotisme vu, comme je l'avais indiqué, et on l'avait aussi un peu évoqué, vu d'une façon systématique, vu d'une façon même quasi gnostique en fait, puisque c'est un peu contre le monde, ça favorise aussi cet égarement, puisque justement, la conception scolastique de la nature et de l'homme qui consiste à analyser le réel tel qu'il est, il est évacué. Ça nous rend plus perméables aussi à ce genre d'infiltration. Mais on est déjà clairement plus d'un pied dedans. Hein. On a déjà clairement plus d'un pied dedans, mais c'est hallucinant. En plus, avec cette mentalité de se dire que la Soral, il est dans notre camp. Hein. Voilà, nous aussi, on a un problème avec les judaïques, les francs-maçons. Tu vois ce que je veux dire. En plus, on va faire une conférence avec De Benoît. Ah, c'est bien, il est néo-païen, mais c'est pas grave, il est dans notre camp. Il est voilà, j'en passe des vers et des pas mûrs. Tu vois, quand on fait des histoires comme ça, mais c'est mort. Et surtout, il n'y a aucun moyen de pouvoir justement nous-mêmes faire un soft power, essayer d'influencer les gens, puisque on considère que c'est même pas nécessaire, vu qu'on s'identifie avec des ennemis. Ouais, c'est ça. En fait, c'est le camp. Voilà, c'est le camp. Mais quel camp tu parles On va en parler dans la prochaine émission, c'est ce problème-là aussi. Bon, bref. Donc voilà, tout ça pour dire que s'il y a un bouleversement prochain, hein, une petite révolution pour changer la politique et l'anthropologie française, voire européenne, hein, plus largement,
Bah, le terrain, il est prêt, hein. Il est prêt pour avoir un petit programme guénonien, hein. En d'autres termes, ben voilà, ce sera pas Une chrétienté. ce sera pas une contre-chrétienté, ce sera pas une contre-révolution catholique, mais maçonnique, hein, dans ce cas-là, hein. En plus de ça, le fait est que nous, catholiques, c'est la totale, hein. On a en gros compte historique à faire payer à la République. C'est-à-dire on doit faire justice, hein, donc pour nos ancêtres qui se sont fait massacrer, décapiter, noyer, hein. On doit faire justice pour nos prêtres qui ont refusé de jurer sur la constitution civile du clergé. Mais le souci, c'est que le diable, il va jouer là-dessus. Il va jouer sur cette colère, hein, pour nous faire déraisonner et nous désorienter. C'est déjà le cas en fait. Parce que nous, je veux dire, changer la donne, c'est tout ce qu'on rêve, évidemment, c'est logique. Mais moi, ce que je veux, c'est une contre-révolution catholique, c'est pas une contre-révolution maçonnique. Tout est déjà plus ou moins cadenassé, c'est terrible. Donc pour moi, là, voilà, la quatrième voie à ce niveau, en grande partie, il a déjà gagné, hein, faut le dire. Et beaucoup de catholiques vont s'en mêler. On a fait des idiots utiles, en fait. Idiots utiles, voilà, idiots utiles, voilà, c'est ça. Donc, pour moi, il va de soi, hein, qu'on va encore être les gros dindons de la farce, hein. En fait, tout ce qu'on est en train d'expliquer là, c'est vraiment la ligne éditoriale de Radio Regina depuis le début, hein, depuis le départ. Si les gens peuvent se poser des questions, ben voilà, pourquoi est-ce qu'on est ainsi, hein. Si ça arrive, beaucoup de chez nous, malheureusement, ben voilà, ils vont être... Je peux comprendre, hein, aussi, fatalement, ben, ils vont être très contents, puisque, comme j'ai dit, il y aura plein de petits cadeaux, hein. Même le monde noir et le monde arabe, ben, ils vont être contents aussi. Tout le monde, hein, va être content. Oui, parce qu'il est antisioniste et pan-arabe, donc, et pan-africain aussi pour les Africains. Donc. Oui, mais oui, bien sûr, oui, quand on parlait justement que ça se répandait aussi en Afrique. Le spirituel sera remis en avant. Mais entre nous, faut pas croire, hein. Encore une fois, on sera pas du tout dans une chrétienté. Et on fera pas ce qu'on veut. Hein. On fera pas ce qu'on veut. Hein. Parce que pour maintenir un tel système au niveau, entre guillemets, philosophique et culturel, ça va être une grosse montée en puissance de la gnose, qu'on peut déjà ressentir, hein, d'ailleurs. Et ceux qui s'y opposeront seront persécutés plus violemment, peut-être même, c'est même probable, qu'actuellement. En fait. Je ne sais pas, mais je sais... Actuellement, tu peux te dire contre la gnose, tu n'attaques pas... Enfin, t'attaques très indirectement le régime en place, en fait. Donc, voilà, Étienne Couvert, il a pu publier ses livres, etc. Est-ce que demain, si on est dans un pouvoir comme ça, est-ce que des livres qui attaqueront la gnose pourront continuer à être publiés? Alors, c'est vrai, parce que c'est normal, dans tout système, il faut... Parce qu'ils ne sont pas libéraux, c'est vrai. Donc eux, il faut vraiment persécuter. Mais oui, mais en plus, justement, dans le sens où tout système a besoin de stabilité, il a besoin de ces dieux, avec un X. Donc, fatalement, ils auront leur sacré, dans le mauvais sens du terme. Alors, si, je continue, si les sectes maçonniques, un peu boomer, laïcardes, droits de l'hommiste, etc., peuvent potentiellement être interdites, puis voilà, être beaucoup moins préoccupantes en tout cas, les autres, un peu plus spirituels, là c'est clair qu'elles vont rafler la mise, hein, ou même d'autres types de sectes initiatiques, hein, elles peuvent que rafler la mise, hein. C'est pas terminé, hein. Le problème n'est pas terminé, mais comme le problème c'est qu'on voit juste la maçonnerie comme un complot juste en face, imagine pas qu'il est en fait, malheureusement, il nous intoxique déjà, hein. Mais c'est un autre type de maçonnerie qu'on n'a pas su indexer parce qu'on sait pas expliquer ce que c'est la maçonnerie, simplement. Et en plus, le problème, évidemment, ne se résume pas, encore une fois, qu'à la franc-maçonnerie, hein. C'est vraiment en état mental, c'est vraiment la gnose en général qui nous dérange, et les histoires de tradition primordiale, etc. Hein, tout ça va à l'encontre de notre sainte religion. Après qu'il y a un petit peu changement au niveau politique, hein. Bon, on peut se dire tant mieux, tu vois. Surtout par rapport aux problèmes qui sont vraiment insupportables. On regrettera pas Macron. Ça, tu vois ce que je veux dire. Ça, je pense que tout le monde espère. On va pas se mentir. C'est vrai qu'on serait soulagé à ce niveau-là. Voilà. On attend que ça. Et Dugin dit plein de choses vraies, évidemment. Voilà. Et de nombreuses revendications d'une certaine droite et tout ça sont justes et légitimes. Ça, évidemment, on peut toujours trouver des dénominateurs communs, très clairement, hein. Mais dénominateur commun, ça veut pas dire quand. Voilà, c'est ça la différence que je veux dire. Mais bon, peu importe. On risque encore de diminuer pas mal, hein, du coup. On va se retrouver encore en grosse minorité. Voilà. Ce qui explique pourquoi les auditeurs, moi j'ai plutôt tendance de mon côté, à lorgner sur la Pologne. Hein.
qui est prise justement entre l'étau occidental libéral d'un côté et d'un autre côté schismatico-guénonien de l'autre. Hein. Donc voilà, donc faut pas s'étonner donc si l'actuelle droite conservatrice actuellement au pouvoir en Pologne ne veut pas entendre parler au niveau politique du Front National français, et c'est-à-dire de tout ce qui est proche de la Russie. Hein, parce qu'il faut pas croire, hein, ils sont pas... Le monde politique dans les hautes sphères, ils voient tout ce qui se passe. Hein. C'est pas pour rien que les politiques pètent les plombs avec ce qui se passe avec les ONG, avec les médias étrangers. Hein. C'est juste... ils voient tout ça. Voilà. Enfin bon, voilà, c'était très long comme nouvelle émission, mais bon, c'était nécessaire et c'est pas terminé, je rappelle. Il y a encore une émission après ça. Hein. Maintenant, c'est la dernière partie. On a battu la série sur la Kabbale, je crois, maintenant, non? Mais on l'avait pas déjà battu avec la Belgique, je sais plus. Ah oui, peut-être. Ouais. Bah, bref. Je crois qu'on est les seuls à avoir fait ce type d'émission en plus. Hein. Bah ouais, faut bien qu'il y en ait qui se lancent. Moi, Théodon, je te souhaite une très bonne soirée à toi, une autre prière. Hein. Merci beaucoup. Hein. À toi aussi, une autre prière.